Pendant tout ce temps-là, c'est dans leurs nerfs et dans leurs viscères que les jeunes gens devaient vivre la violence du milieu industriel et mécanique et lui trouver une signification et une explication. Nous avons conduit la jeunesse dans une jungle d'asphalte, traversée de hurlements et de glapissements, à côté de laquelle la plus profonde et la plus sombre des jungles tropicales est aussi calme et tranquille qu'un terrier de lapins. Nous avons payé des gens pour la garder à son plus haut niveau d'intensité parce que nous y trouvions notre profit. Et quand l'industrie des spectacles et du divertissement a voulu nous proposer une reproduction approximative de la violence quotidienne de la ville, nous avons froncé les sourcils. Marshall McLuhan. Le générique que vous venez de voir a été réalisé à l'aide d'un des robots les plus célèbres de l'industrie cinématographique. C'est l'Hélicon, qui a été utilisé en particulier pour les effets spéciaux de la Guerre des Étoiles et de Batman. Il s'agit d'un bras articulé, contrôlé par ordinateur, qui permet de mouvoir la caméra en temps réel, avec une précision et une fluidité qu'aucun humain ne peut reproduire. Sa complexité lui confère des particularités de comportement qui ont amené Léonard, son opérateur, à lui prêter une sorte de vie propre, proche de cette religion archaïque qu'est l'animisme, où les objets sont habités par des êtres invisibles. Pas quelque chose de vivant, mais c'est quelque chose qui vit. Elle va refuser de faire des choses. Il y a certainement une explication. Mais moi, je mets ça, ou j'englobe ça dans une machine qui bouge, qui parfois a des comportements un peu inattendus. Ouais, c'est quelque chose qui vit, c'est pas vivant. Bienvenue dans le monde des robots. À l'aube du 3e millénaire, les robots avec les ordinateurs et la réalité virtuelle sont en passe de transformer notre vie. Du conte de fées à la réalité, voici donc un petit voyage dans l'univers fantastique de la robotique depuis l'Antiquité à nos jours. Hello, Starfighter. Welcome aboard the shuttle. Are you ready to be scared to death? Dans l'imaginaire de l'humanité, les premiers robots, c'est nous. Les antiques tablettes mésopotamiennes décrivaient l'homme comme un pantin d'argile animé par les dieux. Les pharaons nous ont légué un masque d'Anubis dont la mâchoire est articulée. Héphaïstos, dieu grec de la technologie, avait forgé 2 femmes en or pour l'assister. La créature artificielle fait partie de notre imaginaire depuis l'aube des temps. Thalès, dont la fabrication est attribuée soit à Dédale, soit à Héphaïstos, était une statue de bronze qui défendait la crête du roi Minos. La mécanique, du grec mécané, machine, est au siècle des Lumières la grande affaire de tous les penseurs. Descartes compare l'homme à une montre ou autre automate, c'est-à-dire une machine qui se meut par soi-même. Pour le père du cartésianisme, la vie est une horlogerie plus ou moins bien huilée et la mort la panne ultime. Descartes a dit qu'il faut que l'homme devienne maître et possesseur de la nature. Il a tout réduit à la mécanique, mais il ne faisait qu'exprimer, au fond, en langage philosophique, quelque chose qui était bien plus profond, un mouvement de civilisation. Et à l'heure actuelle, les gens ne sont même pas conscients, je pense, dans beaucoup de cas, nos technocrates, nos élites, nos énarques, ne sont pas conscients même de mécaniser la société. Créer un être artificiel fut le grand rêve des inventeurs horlogers du XVIIIe siècle, comme Jacques de Vaucanson et Pierre-Jacques Edrose, dont le chef-d'œuvre fut cet automate qui écrit et dessine. La plus célèbre des créatures artificielles, celle du docteur Frankenstein, naît sous la plume de Mary Shelley un soir d'orage de 1816. La même année, une poupée mécanique est l'objet de l'amour suicidaire d'un jeune homme dans le conte fantastique d'Ernst Hoffmann, L'homme au sable. Vers 1830, Théophile Gautier imagine pour le siècle à venir un futur peuplé de robots. Le terme robot n'existe pas encore et Théophile Gautier appelait ces êtres mécaniques du joli nom d'ilotes à vapeur. Les ilotes étaient les esclaves des Spartiates. Un demi-siècle plus tard, Nuiter et Saint-Léon mettent en scène sur une musique de Léo Delibes le célèbre opéra Coppelia ou La fille aux yeux d'émail, inspiré du conte d'Hoffmann, L'homme au sable. En 1886, Villiers de l'Isle-Adam, dans son roman L'Ève future, s'inspire des inventions d'Edison pour imaginer une femme artificielle, mécanique, animée par l'électricité.
Le terme de robot fera sa première apparition en 1921 dans une pièce de théâtre de l'écrivain tchécoslovaque Karel Čapek, Razum Universal Robot. Robot venant du mot tchèque robota qui signifie corvée ou travail forcé. C'est l'époque où les principes du taylorisme se répandent dans l'industrie. L'optimisation des gestes du travailleur le fait de plus en plus ressembler à la machine avec laquelle il collabore. « Vous n'êtes pas ici pour penser », disait Taylor. En 1927, Fritz Lang, dans Metropolis, met en scène le plus célèbre robot de l'histoire du cinéma. Ces robots fabriqués par les ingénieurs des années 40 ne sont en fait que des automates télécommandés par des opérateurs humains. L'homme artificiel, il se comporte comme un être vivant. Haut de plus de 2 mètres, cet automate s'est aussi fumé et arrive à brûler 2000 cigarettes par jour. Dans le monde scientifique, la cybernétique, qui est une science des systèmes et de la communication, va intégrer dans le fonctionnement des robots les notions de réaction à des stimuli extérieurs. Inventée par Ampère et développée par le mathématicien Norbert Wiener, la cybernétique est la science du commandement. Elle ne s'applique pas seulement aux robots, mais aussi à l'homme. Liée à la théorie de l'information, la cybernétique est une tentative de définir les comportements humains, biologiques et mécaniques en termes scientifiques afin de les reproduire. Mais il faudra encore attendre les premiers ordinateurs comme l'ENIAC en 1944 et les progrès de l'informatique pour voir apparaître des robots capables de percevoir et réagir par eux-mêmes, comme le renard mécanique de l'ingénieur Ducrot en 1953. Depuis pratiquement 2000 ans, l'homme crée, fabrique, dessine, imagine des créatures qui sont à son image. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de voir qu'il y a derrière un désir, un fantasme, qui est de saisir en quelque sorte le secret de l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et si on réussit à saisir ce secret de l'humain, alors on peut le transférer, on peut fabriquer en quelque sorte en miroir une créature qui est à l'image de l'homme. Alors, un exemple dans le texte d'Ovide. Qu'est-ce que c'est pour Pygmalion? Qu'est-ce qui caractérise pour Pygmalion l'humain? Eh bien, c'est la beauté. La beauté, parce que dans l'Antiquité, la beauté, c'est une valeur forte. C'est pas simplement une belle apparence physique, ça va vers la vertu. La beauté, c'est un concept global dans l'Antiquité. Autre exemple, Vaucanson, au XVIIe, veut lui aussi construire ce qu'il appelle un homme artificiel. Même histoire, même désir. Pour lui, et comme pour tous les scientifiques au XVIIe, qu'est-ce qui caractérise l'humain? C'est le mouvement. Dans les années 40 et les années 50, se construit l'idée d'une intelligence artificielle. Qu'est-ce qui caractérise l'homme pour les scientifiques des années 40 et des années 50? C'est l'intelligence. En 1940, l'écrivain Isaac Asimov, qui est lui-même un scientifique professeur de biochimie, imagine avec la complicité de l'éditeur John Campbell les 3 lois de la robotique qui sont censées organiser les rapports entre humains et robots selon une éthique protectrice de l'homme. L'écrivain de science-fiction Isaac Asimov, dans l'émission Towards Tomorrow du 28/12/1967, déclare: mais l'intelligence est-elle la seule valeur importante? Pourrait-on penser que la machine, devenue plus intelligente que l'homme, pourrait aussi devenir plus éthique, ou même meilleure que l'homme, si je puis dire? En d'autres mots, pourrait-on penser que la machine intelligente arrive à ressentir un sentiment de bonté envers l'humanité, un sentiment de responsabilité, une certaine gratitude envers l'homme pour son existence? C'est l'homme, après tout, qui l'a créé. Cette machine pourrait-elle prendre des mesures de façon à assurer le bien-être de l'homme, non pas parce que nous lui aurions demandé, mais parce qu'elle le voudrait? Ces robots positroniques, dotés de ce garde-fou éthique, deviendront au fil des romans les gardiens bienveillants d'une humanité trop préoccupée à s'autodétruire. Pour moi, l'important, c'est pas qu'un robot existe ou non, c'est le fait de se poser le problème. Qu'est-ce qu'on ferait par rapport à une situation donnée? Quelles sont les questions éthiques ou autres qu'on pourrait se poser par rapport à un développement technologique tel que l'on pourrait réussir à améliorer un être humain, à en faire un cyborg, à lui implanter des éléments mécaniques?
Au XIXe siècle, le peintre japonais Hokusai appelait manga ces peintures de la vie quotidienne. Ce mot qui signifie selon le contexte image irresponsable ou esquisse rapide est aujourd'hui utilisé pour désigner la bande dessinée japonaise qui se caractérise par un bestiaire impressionnant de robots en tout genre, comme en témoignent ces illustrations du dessinateur Masamune Shirow. Ma passion pour les robots, elle remonte très très loin, quand j'étais tout petit et que j'avais vu La Planète Interdite. Il y avait un être bizarre, métallique, qui se faisait appeler Roby le robot, relativement humoristique dans une histoire assez sérieuse. Viens par ici, Roby. Tenez, je vais vous montrer le fonctionnement. On prend des échantillons de nos mets habituels que l'on introduit dans cette ouverture. Là, en dessous, se trouve un petit laboratoire chimique interne où il les analysera. Et ensuite, il reproduira autant de molécules identiques que l'on voudra. Mais c'est le rêve des ménagères. Ajoutez l'obéissance la plus absolue. Actionne notre dispositif réducteur. C'est le rayon des intégrateurs familial. Mets ton bras là-dedans. Ordre annulé. Ne lui attribuez pas des sentiments humains. Roby n'est rien de plus qu'un outil. D'une force extraordinaire, cela va de soi. Il pourrait anéantir cette maison de fond en comble d'un seul coup. Mais s'il tombait en d'autres mains, est-ce qu'il ne deviendrait pas un danger public? Qu'il est véritablement dangereux, en effet, de donner certains outils à certaines personnes, mais il faut simplement s'assurer que ces personnes ont conscience de l'utilité de l'objet d'une part et des conséquences que cela peut avoir sur son environnement et sur autrui. Tourne-toi par ici. Pointe-le sur le commandant. Et vise bien entre les yeux. Feu! Vous voyez, il est impuissant. Il existe un système électronique qui oppose maintenant mes ordres directs à ses inhibitions fondamentales, lui enjoignant de ne pas nuire aux êtres humains. Ordre annulé. Des engins robotisés, je dirais qu'il y en a dans la vie de tous les jours, simplement ils n'ont pas la qualité que veut bien leur donner le public, et notamment les cinéphiles qui voient toujours finalement des engins anthropomorphiques sous forme humaine, avec des bras, des jambes, une tête. Je crains que le robot tel que je l'imaginais dans ma tendre enfance n'existera jamais. Parasite! Tu vas crever, tu vas crever! Plus de connexion. L'homme mécanique ou la machine humanisée a inspiré beaucoup d'artistes de cette fin de siècle. Nam June Paik, en peuplant les rues de New York de ses robots, était en 1964 l'un des précurseurs d'un véritable courant artistique qu'on pourrait appeler la robotique. 30 ans plus tard, Fabian Sanchez transforme les machines à coudre en sculptures organo-mécaniques. Les personnages ou les êtres que j'ai créés ne sont pas des robots. Parce que pour moi, l'idée des robots, c'est de les donner du travail. Leur organomécanique de mes œuvres s'anime plutôt pour autre chose. Et s'anime pour avoir une apparence de vie à notre image. Et on ne peut pas ne pas penser à la vie sans tenir en arrière l'idée d'un certain mécanisme qui existe et qui nous manipule. Il a aussi des choses sensuelles. Il y a une signification sensuelle. Je ne peux pas supposer la vie sans la sensualité. Une préoccupation, comme je disais tout à l'heure, d'entrer en moi-même, d'entrer dans mon monde en moi et comprendre le mécanisme de la vie.
En tout cas, c'est la machine à coudre qui m'a fait comprendre ça. Et je me réalise comme ça. Joran Lebovici a mis 5 ans pour construire la déesse Diane, cette sculpture robotique. C'est un peu une machine intemporelle qui fabrique à tout jamais des petits bébés machines qui sont en fait un peu une mise en abîme puisque ces bébés sont un peu comme des petits écrins qu'on peut ouvrir dans lesquels on peut placer ce qu'on veut. En fait, cette scénographie, elle raconte un petit peu le rapport qu'il y a entre l'anatomie du corps humain et l'anatomie d'une machine. C'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'à un moment, on oublie la machine et qu'on voit au travers de cette machine qu'on essaye de retrouver une sorte une âme. En fonction de tout ce qui va se passer autour de la déesse Diane, la machine va réagir différemment. Alors elle va suivre du regard, par exemple, les personnes, mais ça peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que tout son mécanisme interne va se mettre à fonctionner en fonction de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle va aller au-delà de ce qu'on a pensé nous. Et ça, c'est incroyable, quoi, d'avoir une machine qui fait des choses qu'on n'a pas pu concevoir. L'idéal, en fait, pour moi, c'est de créer un robot avec le moins de pièces détachées possible. Donc, en fait, de trouver des pièces mécaniques qui soient le plus proches, en fait, de l'anatomie humaine. Je fais plus fonctionner l'imaginaire des gens, en fait, que réaliser une machine pour remplacer l'homme. Tu n'es qu'un monstre. Je suis un monstre, oui, tu as raison. Je suis le monstre que la société a créé, celui qu'il faut blâmer pour la crise actuelle, pour les problèmes sociaux. Je suis le malheur incarné. Si les humains ne veulent pas de moi, pourquoi m'ont-ils fabriqué? Je crois que si on s'acharne autant à construire une créature à l'image de l'homme, c'est que quelque part, il y a une méfiance. Et ce thème de l'homme comme être imparfait n'est pas un thème tout à fait nouveau. Il résonne même de façon familière à nos oreilles. L'homme est un être imparfait, il serait irrationnel, il serait beaucoup trop dominé par ses instincts, la part animale serait trop forte en lui, il faudrait donc plus de rationalité, moins d'instinct. Qu'est-ce que l'ordinateur? Sinon, dans l'esprit de ses concepteurs, un cerveau humain rationnel, mais sans la part affective. Toutes les créatures artificielles ont joué une place importante dans l'imaginaire des enfants. On aurait pu parler de Pinocchio, qui est une créature artificielle, probablement la plus connue, et qui était une créature pour les enfants. Alors aujourd'hui, ce sont les robots. En particulier dans toute la littérature japonaise, les mangas, qui nous parlent des robots, qui mettent en scène ce monde de la robotique. Les robots aujourd'hui ne se contentent pas d'être des outils dans notre environnement, ce sont aussi des partenaires rêvés, des partenaires imaginés avec lesquels on communique plus ou moins. On est proche de quelque chose de l'ordre de l'esclavage, du fantasme de maîtrise, d'efficacité. C'est un fantasme, bien sûr, mais cela renvoie aussi à certaines difficultés. Difficultés du rapport avec l'autre. Le rapport avec l'autre, l'autre humain, cette fois-ci, n'est pas simple. Est-ce que, par rapport au problème de solitude, d'éclatement du lien social, les créatures artificielles ne sont pas là aussi pour être une sorte de démographie imaginaire? Au fond, le robot, là, nous permet d'écraser encore une fois la complexité d'une situation et de dire « je vais peut-être enfin pouvoir, c'est un fantasme, maîtriser une relation ». Ce Vulcain en images de synthèse a été réalisé par le groupe V-Form. Ses créateurs en vidéo et en images de synthèse, passionnés de robotique, utilisent pendant les heures de disponibilité leurs outils de travail pour créer des œuvres personnelles et originales. On peut fabriquer ces robots sur plein d'équipements différents, sur des PC, sur des Mac. Nous, on a la chance de pouvoir avoir accès, donc, grâce à notre travail, à des grosses stations Silicon Graphics. En ce qui concerne la fabrication du robot, on a pris le The Human Figure in Motion de Muybridge, et sur laquelle on avait trouvé un bonhomme tout nu qui donne des coups de pioche. Donc on a remplacé la pioche et on s'est servi de ces images pour faire l'animation. L'étape, ça a été de dessiner un squelette, un peu dans ce genre-là. C'est une structure autour de laquelle on va poser une peau, et cette structure, on va pouvoir l'animer et les plaques qui sont autour vont être animées de la même façon. Pour déplacer par exemple un bras,
on prend le bout du membre et on le déplace et il calcule automatiquement la déformation de tous les autres membres. Alors l'étape suivante, c'est d'envelopper le squelette qu'on a fait précédemment avec la forme définitive du robot. Donc on a tendu une peau entre cette courbe-là et cette courbe-là, qui nous a donné ce volume-ci. Pour les textures, par exemple les plaques qu'il a sur les jambes, donc on a ce qu'on appelle un shader. Donc là on a tous les shaders associés à toutes les parties qui constituent l'enveloppe du robot. On se rend compte que ce shader-là est en gros la plupart des structures métalliques du robot. Ça ce sont les mains. Ça c'est une petite partie qu'il y a derrière les bonbonnes qu'il a sur le dos. Ça c'est la lentille. Voilà. L'étape suivante, c'est animer notre robot à proprement dit. On va enregistrer des positions clés. On va lui dire par exemple que cette image est l'image numéro 1 de mon animation. C'est-à-dire qu'à la première image de mon animation, le robot va avoir cette posture. Il va interpoler entre l'image 1 et l'image 25. Il va calculer les différentes positions. Pour cette animation-là, donc en petite définition, on a un gros ordinateur qui calcule et ça a pris environ une demi-heure. On a toujours envie d'aller plus loin et de faire en sorte que le robot qu'on va dessiner ait l'air le plus humain possible, fasse le plus de choses possibles comme les humains et en mieux si possible. Hello. Welcome to Art Group's Theatre of Magicians. Lorsque j'avais 10 ans, j'ai été pris de passion pour l'illusion. Et donc, pendant un certain nombre d'années, j'ai pratiqué l'art de l'illusion de façon tout à fait amateur. Et je crois qu'aujourd'hui, même en fabriquant des androïdes, des robots, des automates, je reste encore un illusionniste, toujours fasciné par la même chose, qui est créer l'illusion de la vie. Or, seul Dieu, probablement, peut créer la vie, et je crois que peut-être inconsciemment, chaque illusionniste cherche à être un peu divin. Nous sommes tous plus ou moins habiles, plus ou moins intelligents, mais il nous manque le principal. Humain, vous nous avez presque tout donné, mais vous avez gardé l'essentiel, la vie. En tant qu'outil technique, il a fallu 10 ans pour le mener là où il est. 10 ans de travail pour progressivement transformer la technologie, pour la rendre plus fiable et plus sophistiquée, pour qu'elle puisse arriver à ce degré de mouvement qui me paraissait nécessaire pour l'utiliser comme un comédien avec ses particularités, et son charme et son talent. Parce qu'il a du talent. The end is here. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case. Robbie n'est pas un robot, c'est un être mécanique qui a sa propre vie. Il a sa vie d'ailleurs au travers de l'humain, puisque sa voix est celle d'un vrai humain. Cependant, il est toujours important que ses mouvements, son attitude, son expression soient à la fois chargés d'humanité, mais conservent cette non-humanité mécanique. Si il était parfaitement humain, il n'aurait strictement aucun intérêt. Je crois que la machine a aussi une sorte d'âme mécanique, mystérieuse, qui ne peut transparaître que lorsqu'on la laisse exister. Il ne faut donc pas la camoufler, il ne faut pas la camoufler en la forçant à ressembler à une humanité qui n'aurait pas de sens. Hello, Robbie too. Hello, hello. Are you there, Robbie too? Of course I'm here, you stupid. I'm in Paris, entertaining audiences all day at the Synax. Synax? Yeah, the fantastic simulator ride. Oh. Le monstre en métal que vous voyez apparaître juste derrière moi et qui semble sorti tout droit de la guerre des étoiles s'appelle le Synax. Le Synax est l'un des aboutissements de la robotique contemporaine. Construit sur la base d'un simulateur de vol de Boeing et contrôlé par ordinateur, ce robot de plus de 14 tonnes installé au parc de la Villette à côté de la Cité des Sciences et de l'Industrie permet de faire faire à 60 passagers un voyage simulé dans l'hyperespace.
Les musiciens se sont très tôt préoccupés de fabriquer des machines musicales automatisées, comme les orgues de Barbarie, les pianos mécaniques et les boîtes à musique, qui permettent de rejouer à l'identique et à l'infini des œuvres musicales. Mais au-delà d'automatiser l'interprétation, certains musiciens s'efforcent d'automatiser la composition. Déjà Mozart, au XVIIIe siècle, avait mis au point un système de composition automatique qui permettait à l'aide d'une partition, d'un jeu de dés et d'un graphique de composer une œuvre originale dans son propre style. Grâce à l'invention de Mozart et un ordinateur, nous avons pu, 2 siècles plus tard, produire une œuvre inédite du grand compositeur. Avec les premiers ordinateurs, aux États-Unis, il y a deux chercheurs musiciens qui s'appellent Hiller et Isaacson, qui ont composé un morceau qui s'appelle la suite iliaque. Et ils ont fourné dans un ordinateur les règles de composition d'une certaine forme musicale du XVIIe siècle. Parce que cette musique était une musique extrêmement rigoureuse dans ses règles. Et en sortie, ils ont eu un morceau de musique qui était un quatuor à cordes. Et la conclusion a été de dire les règles de la musique disent ce qu'il ne faut pas faire, mais elles ne disent pas ce qu'il faut faire. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'en termes de règles du contrepoint du XVIIe siècle, la pièce était parfaite, mais il manquait une dimension supplémentaire qui n'apparaissait pas à l'analyse et qui était ce qu'on appelle la musicalité. Alors ici, dans l'ordinateur, on a installé un logiciel qui a été développé à l'IRCAM par un chercheur qui s'appelle Miller Puckett. Et ce logiciel s'appelle Max. Max, c'est un langage musical qui permet, entre autres, de programmer des automates musicaux. C'est ce qu'on s'est amusé à faire ici. Alors on est parti d'abord dans l'idée de Mozart, c'est-à-dire on tire au hasard un nombre et ce nombre aboutit à un événement musical. Donc j'aime la musique techno parce qu'elle nourrit mon imaginaire. Il y a beaucoup d'images qu'on a faites pour V-Form, qu'on a imaginées quand on était dans des soirées en train de danser. Alors bon, je sais que c'est quelque chose qui est valable pour toutes les musiques. Bon, il se fait que moi je suis un petit peu plus sensible à la musique techno qu'une autre. Et parce qu'elle est technologique déjà. Parce qu'elle est répétitive, c'est une sorte, entre guillemets, une sorte de musique robotique. Vous connaissez certainement ces images célèbres des robots sauteurs du Massachusetts Institute of Technology. Les principaux axes de recherche en robotique dans la plupart des laboratoires des pays industrialisés sont consacrés à la marche, à la reconnaissance de formes et à la préhension d'objets. Cette roue à pattes est destinée à remplacer les roues de tracteur. En effet, les roues des tracteurs ont tendance à provoquer à long terme un tassement du sol en profondeur qui empêche les eaux de s'infiltrer et de s'écouler, ce qui n'arrivait pas avec les chevaux. Loin des rêves de la science-fiction, la recherche en robotique n'en est qu'à ses balbutiements. L'équilibre sur 2 jambes, si naturel à l'homme, est par exemple particulièrement difficile à reproduire artificiellement. Après avoir longtemps cherché dans cette voie, les roboticiens s'inspirent plutôt de nos jours des démarches animales et en particulier insectoïdes, comme ce robot hexapode du laboratoire de robotique de Paris. Une manipulation qui nous paraît simple est souvent un tour de force pour un robot.
Mais dans ce cas, même pour nous, ce n'est pas évident. Essayez, vous verrez. La première caractéristique, c'est qu'effectivement, il s'agit d'une machine qui doit faire un travail physique, qui doit modifier physiquement, matériellement son environnement. La deuxième caractéristique, c'est qu'avec cette machine, on peut faire des tâches différentes. C'est ce qu'on appelle dans les domaines scientifiques la propriété de versatilité, possibilité de faire des choses différentes. Et la troisième propriété, qui est la plus importante et qui est celle qu'on n'arrive malheureusement pas à maîtriser correctement, c'est que le robot, lorsqu'il a été programmé pour faire une tâche et que les conditions de cette tâche se modifient en cours de route, il doit être capable de rattraper tout seul. On appelle cette propriété d'un nom savant qui est l'auto-adaptativité aux variations de l'environnement. Beaucoup de chercheurs ont travaillé et continuent à travailler dessus, mais aujourd'hui, l'application de la compréhension automatique d'un environnement inconnu à l'avance et l'utilisation de cette compréhension pour qu'un robot travaille, c'est une voie qui est relativement abandonnée. Si vous regardez ce film, vous voyez que le robot pense, et il est même conscient de lui-même. Hein. Et ça, ce sont des choses que nous ne savons absolument pas faire, ni de près, ni de loin. Les robots que nous disons intelligents sont des robots qui ont des capacités calculatoires, qui ont ce qu'on dit une rationalité limitée, qui leur permet de se comporter logiquement dans des cadres extrêmement restreints, donc de faire un travail certes intelligent entre guillemets, mais limité à des choses très mécaniques, très calculatoires, purement et simplement. Il y a des expériences qui sont faites avec des dizaines de petits robots et on essaie de tester en leur donnant quelques réflexes à chacun d'eux et en les lançant de façon aléatoire. On essaie de savoir si dans leur comportement, un soupçon d'organisation va se manifester. Donc si cette organisation se manifeste alors qu'on ne l'a pas programmé, ça veut bien dire qu'on a ces phénomènes d'auto-organisation qui apparaissent et on pourra en bénéficier pour avoir des robots pas du tout intelligents, mais qui réalisent des tâches très compliquées. L'intelligence est définie par Brooks comme dans les yeux de celui qui voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le système est intelligent par nature, c'est les personnes qui observent, qui disent « ça c'est intelligent, ce qui est en train de se faire est intelligent ». Alors ici, vous avez une illustration de l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on a mis bout à bout un certain nombre de petits robots qui sont tous indépendants, mais reliés entre eux par une tige rigide, par exemple une tige métallique. Et donc, on va voir l'évolution de ce système. Chacun discute avec les autres pour pouvoir avancer. Je vais vous faire une démonstration. Et là, vous avez le mouvement, avec ici un obstacle qui vient d'être évité, pour atteindre le point. Et la ligne jaune repère la position du centre du premier robot. Donc voilà la courbe qu'elle a décrite au moment de son déplacement. Alors une application de ça, typiquement, vous pouvez imaginer construire des micro-robots que vous pouvez faire évoluer dans le corps humain et qui vont être capables de se déplacer par coopération mutuelle. Il reste donc 5% de cas de figure qui correspondent à des besoins et qui ne sont pas résolus par cette approche. Et ça, on la résout par une autre approche, qui est l'approche où on laisse l'homme dans la boucle de commande, qui est l'approche de la téléopération. Et cette téléopération, bien qu'elle existe depuis des tas d'années, elle comporte un certain nombre de défauts. Et on fonde beaucoup d'espoir aujourd'hui sur une rénovation de ces performances grâce au système, aux techniques de réalité virtuelle. Ce robot que nous avons baptisé Eve a été construit sur la base d'une plateforme de locomotion fabriquée par VNI Transmach en Russie et sur laquelle nous avons monté un calculateur de bord sur lequel sont implantés les algorithmes. Le système de téléconduite avec prédiction de scène que j'utilise maintenant pour téléopérer les véhicules a été conçu pour compenser le retard qui existe entre le sol et la Lune et qui est d'une dizaine de secondes. Le véhicule va réaliser les commandes que l'opérateur a générées seulement 10 secondes plus tard. Donc il ne voit pas réellement ce que le véhicule est en train de faire, il voit simplement le résultat d'une prédiction de ce comportement. Et il y a recalage, il y a bien sûr toujours des écarts entre la position réelle du véhicule et la position prédite, mais ces recalages ont lieu donc périodiquement, toutes les 10 secondes,
Ce robot est en fait un démonstrateur de technologie qui nous permet de valider certains concepts, aussi bien pour la téléguidage que pour les déplacements autonomes. On désigne un but au robot et le robot se débrouille pour rejoindre ce but de façon entièrement autonome. Grâce à une vision stéréoscopique qui permet au robot de générer un modèle numérique de terrain, on peut construire une carte d'obstacles à partir de ce modèle numérique et du modèle cinématique du robot. Et au sein de cette carte d'obstacles, on peut générer une trajectoire. Pour que l'homme puisse maîtriser une machine sans être un spécialiste de cette machine-là, il faut absolument nécessairement que cette machine ait des capacités d'interprétation, d'ordre, de commande très générales que l'homme peut lui donner. Et par ailleurs, puisque la machine doit exécuter ces ordres qui sont très généraux, il faut que la machine puisse remplir les détails, qu'elle puisse interpréter l'état de la tâche, remplir les détails pour faire la tâche réellement. Alors là, on voit une dizaine de robots qui sont simulés, qui évoluent dans un environnement structuré qui est modélisé comme on peut le voir ici, et qui doivent coopérer de façon autonome, entièrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de système centralisé pour les contrôler, pour opérer un certain nombre de tâches. Alors les tâches ici, ça consiste à transférer des colis, ils sont ici représentés en orange. Ces véhicules, on peut leur demander d'aller d'une station à une autre, les stations sont modélisées ici en bleu, sans qu'il y ait besoin de prédéfinir des trajectoires, par exemple au moyen de fils marqués dans le sol. Et donc ils peuvent être adaptés à d'autres modèles d'environnement. Ils sont capables d'appréhender cet environnement, d'appréhender les autres véhicules qui évoluent autour d'eux, et tout ça de façon autonome. Ils peuvent même affiner, c'est-à-dire préciser un peu mieux l'emplacement des objets dans l'environnement. Ils ont un modèle grossier initialement. Ils sont équipés de télémètres laser 3D, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire du balayage dans toutes les directions et d'obtenir une carte des distances, des obstacles qui sont autour du robot. Bien sûr, cette carte va devoir être modélisée pour pouvoir être interprétée et pouvoir raisonner sur cette carte. J'aime les robots, pour moi, ils permettent d'aborder des thèmes d'une extrême importance pour tout le futur de l'automatique, de l'informatique, permettent d'aborder des sujets liés à la perception de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que pouvoir raisonner pour une machine et de sorte à lui permettre d'interpréter cette tâche pour pouvoir l'exécuter. C'est une des raisons qui me font aimer la robotique. Et la deuxième raison, c'est que je crois à l'importance considérable sur le plan à la fois de la société et de l'économie, pour l'humanité en général, d'avoir une progression importante au niveau des machines qui peuvent nous aider. Un réseau de neurones est un programme informatique qui permet d'imiter deux fonctions essentielles du cerveau, l'apprentissage d'une connaissance et la prise de décision sur cette connaissance qui a été acquise. Les scientifiques du domaine de la biologie ou de la neurobiologie ont proposé des formules mathématiques qui ont permis d'expliquer la prise de décision et l'apprentissage. Et ensuite, quand les outils informatiques sont arrivés, on a informatisé ces méthodes mathématiques. Les réseaux de neurones savent apprendre des choses simples, mais des choses qui permettent des choses simples pour nous, mais des choses déjà difficiles pour un robot. La trajectoire du robot est hasardeuse puisque le réseau de neurones au départ ne sait rien et apprend au fur et à mesure qu'il commande le robot à mieux le commander, c'est-à-dire qu'il s'améliore après chaque itération d'apprentissage. Et le robot hésite mais converge finalement vers la configuration finale désirée qui est ici. Donc on peut prendre comme image quelqu'un qui pour la première fois fait un créneau pour garer une voiture. Donc on dit que le réseau de neurones converge vers une configuration idéale. Pour l'apprentissage, on utilise la sortie calculée par le réseau de neurones que l'on compare à une sortie que l'on désire, que le scientifique désire ou que l'utilisateur désire. Et cette erreur entre la sortie proposée par le réseau de neurones et la sortie désirée permet de modifier le réseau de neurones de manière à ce qu'il fournisse une sortie meilleure à l'itération suivante. Je relance la deuxième leçon d'apprentissage. Le réseau de neurones a tiré une connaissance du premier apprentissage pour commander le robot. Et vous allez voir que la trajectoire est beaucoup plus directe. Le robot converge de cette manière-là, avec toutefois quelques hésitations. Mais le temps de commande est beaucoup plus rapide et l'hésitation est bien moindre. Donc le réseau de neurones, là, continue tout de même à apprendre. Voilà. Lorsque l'on teste maintenant le réseau de neurones qui a subi ces deux leçons d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il va commander le robot, mais sans
apprendre en même temps. On obtient donc le comportement suivant. Voilà. Donc que l'on peut comparer au premier test, lorsque le réseau était vierge et n'avait subi aucun apprentissage. On voit que là, il est capable de commander le robot pour l'amener à la configuration finale désirée. J'essaye au laboratoire de robotique de Paris d'utiliser les réseaux de neurones pour commander les robots. Et surtout pour valider expérimentalement, donc sur un robot réel, la puissance d'apprentissage des réseaux de neurones. Notamment pour proposer des méthodes neuronales qui permettent de remplacer des méthodes classiques à partir desquelles on n'arrive pas à résoudre certains problèmes. On pourrait automatiser beaucoup de choses, robotiser beaucoup de choses, mais est-ce qu'il faut le faire? C'est toute la question. Parce que la solution ne doit pas consister, à mon avis, à remplacer l'homme par des robots, mais à assister l'homme par des robots. Voici donc Hermès, un robot à démarche insectoïde, à 6 pattes, un hexapode donc. Il est développé par un laboratoire aux États-Unis. L'idée qui a dirigé la conception de ce robot est qu'il est peut-être intéressant, plutôt que d'envoyer sur une planète hostile un gros robot qui coûte cher et qui peut avoir des problèmes lors d'une collision avec une météorite ou tomber dans une faille, d'envoyer une multitude de petits robots qui, collaborant à des tâches, font le même travail de prise d'échantillons ou d'images que le gros robot et qui, statistiquement, ont plus de chances de revenir entiers avec les informations. Donc ici, ce robot est implémenté avec un comportement simple, il va se diriger tout droit et avec des capteurs de proximité, éviter un obstacle placé devant sa route. Ainsi, voilà. Il faut mettre des robots soit dans les endroits où l'homme ne peut pas aller, par exemple dans l'espace ou dans les centrales nucléaires, donc pour des raisons de sécurité, soit dans les endroits où il y a une forte fatigue physique et où il est intéressant de remplacer l'homme, par exemple dans la production automobile ou électronique. Je crois que l'une des erreurs qu'on fait, c'est d'essayer de mettre des robots là où ça n'est pas leur domaine. Vous avez un exemple en France depuis une dizaine d'années qui est frappant. On essaye d'inventer des robots pour nettoyer les couloirs du métro et on n'y arrive pas parce que ça n'est pas adapté au robot. Le robot a beaucoup de mal à monter et descendre les escaliers, donc il faut dans un métro sans escalier. Ça n'existe pas, donc on essaye d'inventer des robots à pattes. Mais les robots à pattes font peur à la population, donc ils ne peuvent pas balayer. Donc c'est typiquement un mauvais sujet pour la robotique. Voilà. Le mouvement de dérobotisation a trois raisons principales. La première raison, c'est que quand il y a trop de robots, il y a trop de pannes. Le robot, en grande quantité, n'est pas fiable. Et on peut dire que quand on met beaucoup de robots, on passe de la civilisation de la peine, c'est-à-dire une civilisation où il y avait beaucoup de travail physique, à la civilisation de la panne, c'est-à-dire des métiers où il faut surtout entretenir, maintenir la bonne marche des robots et des machines automatiques en général. Donc la première raison de la dérobotisation, c'est le manque de fiabilité quand il y a trop de robots. La deuxième raison, c'est le manque de flexibilité. C'est-à-dire alors que les marchés bougent beaucoup, les robots sont peu flexibles. Il faut beaucoup de temps de mise au point, il faut beaucoup de temps d'installation. Et l'homme est beaucoup plus flexible qu'un robot et peut s'adapter beaucoup plus facilement aux évolutions de marché. La troisième raison, ce sont les coûts. C'est que mettre des robots coûte cher. Alors, ça rapporte en qualité, ça rapporte en productivité, mais au départ, ça coûte très cher. Les investissements pour la Mégane en robot sont à peu près 2 fois moins élevés que les investissements pour la Clio en robot. Pourquoi? Parce qu'en diminuant le taux de robotisation, on a diminué par 2 l'investissement initial. Aujourd'hui, le mouvement de dérobotisation vient du fait qu'on se pose la question: quand est-ce que le robot est rentable? Et à certains endroits il l'est. Quand est-ce qu'il n'est pas rentable? Un technopathe, donc ça veut dire handicapé de la technique. À ne pas confondre avec un technophobe, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur de la technique. Par contre, un technopathe est un handicapé de la technique. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de peine à supporter l'abstraction de l'écran vidéo, l'interactivité. Alors, des technopathes, il y en a à tous les niveaux. Il y en a aussi bien au niveau opérateur qu'au niveau cadre supérieur, au niveau des artistes qu'au niveau des intellectuels. Il y a 20 à 25% de gens qui n'aiment pas
à être sur écran. Je suis certainement technopathe par rapport à la manipulation de tout ce qui est technologie liée à l'électronique, aux ordinateurs, à tout ça. Je suis complètement par contre capable de manipuler un fer à souder ou un chalumeau ou une tronçonneuse. Je collectionne les robots pour des raisons personnelles, d'histoire, de graphisme, d'esthétique, liées à tout mon passé, toutes mes humanités qui sont la bande dessinée, qui sont la littérature de science-fiction, qui sont le cinéma de science-fiction. Il y a de la sculpture dans le robot, qu'on le veuille ou pas, il y a une enveloppe, il y a une mécanique. Cette recherche de la rapidité humaine ou du mouvement humain amène de toute façon, même à travers les jouets que je collectionne, quelque chose qui donne dans le domaine de l'art. Et donc graphiquement, esthétiquement, c'est magique parce que j'invente des espèces de mécanismes, des pensées, des couleurs, des lumières qui me fascinent et qui rentrent tout à fait dans l'univers qui est le mien. Cette fascination pour les robots, je me demande aussi quelque part, c'est pas quelque chose de métaphysique, parce que chaque fois qu'on inventait des robots, donc à l'époque c'était en métal, maintenant c'est électronique et tout, mais s'il n'y a pas quelque part une recherche de défier la mort et de continuer après la réalité des choses et de vouloir se réinscrire ou se transcender dans un robot pour pouvoir défier les siècles. Je crains malheureusement que la réalité quotidienne et ce que nous imposent chaque jour les journaux télévisés ou la presse soit bien beaucoup plus grave, bien beaucoup plus dangereuse, bien plus terrible, ce que moi j'ai pu dessiner depuis des années. Donc je préfère avoir le rôle de quelqu'un qui dénonce quelque chose, qui l'annonce et qui prévient que si on continue dans ce sens, la catastrophe peut arriver, mais c'est de l'information quelque part, et surtout, je le répète pour la millième fois, c'est de la poésie. Hélas, la réalité est bien pire. Le mal peut exister, mais je crois que le mal ou le bien viendra de ce que la société ou l'homme avec un grand H fera de ces machines-là. Je ne crois pas qu'il soit intrinsèquement lié à la machine. C'était mon point de vue pendant tout à fait longtemps, et ce point de vue, je l'ai un petit peu transformé, parce que la technologie n'est pas si neutre que ça, parce qu'elle dépend de l'objet sur lequel elle porte. Et il est bien évident que si vous travaillez sur des problèmes du nucléaire, la potentialité des conséquences de votre technologie n'est pas la même que si vous travaillez sur un nouveau moteur automobile, par exemple complètement non polluant. L'utilisation de toute technologie modifie son utilisateur, son comportement, sa relation avec le monde et crée un état de dépendance. L'automobile, vieille de plus d'un siècle, illustre bien ces mutations que provoque l'utilisation d'une machine sur nous-mêmes. L'automobile est une extension des jambes. C'est une machine qui amplifie la fonction de courir. Mais en même temps qu'elle amplifie notre vitesse de déplacement, l'automobile amplifie les comportements psychologiques ancestraux associés à la course. La compétition, l'agressivité, la chasse et l'attaque. Plus ces technologies se développent, plus leurs applications utiles potentielles sont grandes, et plus aussi un danger, je dirais, d'impérialisme par quelques individus, de confisquer les commandes des exécutions de la technologie est grand. Ces discussions doivent aussi atteindre les politiques, c'est-à-dire ceux qui commandent le pays, quelle que soit leur couleur politique. Une technologie bien utilisée ne devrait pas créer de chômeurs. Et si elle doit en créer, ça ne doit pas être des chômeurs, ils doivent être réintroduits dans le système économique sous une autre forme. Il y a donc dans l'automatisation, même si sur le plan technique c'est quelque chose de remarquable, un grand danger, et même aujourd'hui un projet oublié, celui d'éliminer des travailleurs. Ce qui est étonnant, c'est que les gens acceptent cela aussi bien grâce au mythe merveilleux du robot. On s'aperçoit que là où on met des robots, c'est vrai, on supprime de l'emploi, puisque le robot va remplacer 2, 3, 4 ou 5 salariés. Mais ceci ne veut pas dire que globalement la robotique supprime des emplois, parce qu'on s'aperçoit qu'ailleurs, cette robotique va permettre de garder des emplois dans les autres services, par exemple des constructeurs automobiles, ou ailleurs, cette robotique va permettre de créer des emplois. Alors, au total, il n'y a pas de réponse simple à la question et globalement, on s'aperçoit que les 3 pays qui ont le plus grand nombre de robots, qui sont le Japon, les USA et l'Allemagne, sont aussi les 3 pays où il y a le moins de chômage. D'une manière générale,
refuser une technologie qui apporte un mieux économique, c'est strictement impossible dans l'état de nos relations industrielles internationales aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'il est possible d'imaginer que ce processus puisse durer comme ça encore pendant des dizaines d'années en licenciant à outrance tout le temps 5%, 10%, 15% des gens qui travaillent? Il y a bien un moment, il faudra s'arrêter et à ce moment-là, on sera bien forcé de quitter ce langage qui dit c'est une fatalité, on ne peut pas faire autrement, pour essayer d'inventer autre chose. C'est pour ça qu'il faut se méfier, moi je répète, de ces fantasmes d'automatisation qui séduisent manifestement l'esprit des Occidentaux, mais il y a peut-être un moment où il faudra se dire, changeons de mythe. En cette aube tumultueuse du 3e millénaire, qu'ils nous fassent rêver ou qu'ils nous fassent frémir, n'en doutons pas, les robots seront bientôt parmi nous. Et c'est parce que nous l'aurons voulu. I've got to go now, but you can sing along with me. Oh, yeah. Oh, yeah. Let's sing. I am a Robbie too. And I'm a Robbie one. Are you a robot too? Of course I'm like you. I'm here to entertain. For me it's the same. Robbie too is my name. I like your name. I love to sing along for you. Whoop-whoop-dee-doo. I am a Robbie too. And I'm a robot too. I sing like humans do. Sing along like we do. I love to entertain. It's a great, great game. Robbie too is my name. We're on the road to fame. I'm really, really fond of you. Really fond of you. I am a Robbie too. Bye. I am a Robbie too. Bye bye. I am a Robbie too. Goodbye.